Quelles sont les conséquences pour les peuples en transit, en exode, soit cet exode volontaire ou non volontaire? Les conséquences, je pense qu'en fait les conséquences c'est la transformation, c'est le changement. Et ces changements sont parfois positifs, parfois négatifs. Ok. O processo de adaptação desses povos é um processo pacífico? Como a literatura francófona trata essa questão? Deux questions. Si le processus d'adaptation, d'intégration de ces peuples est pacifique, et comment la littérature observe cette question? Disons qu'en fait, ça dépend des groupes. Parfois c'est positif, parfois c'est négatif, parfois c'est passif. Mais je pense qu'il faut que ce soit moins passif. Ce qui se passe avec la littérature, c'est que ça dépend de l'approche de la personne qui en parle. Ça peut être une approche négative, dont la personne va voir ce qui n'a pas marché. Ça peut être une approche positive, la personne va voir ce qui a marché et insister là-dessus. Qual a importância de se discutir essa diáspora, né, no contexto político e cultural contemporâneo? E como vê a realização desse congresso aqui no Brasil, que é um país que recebe muitos estrangeiros, embora esse acolhimento não seja também de todo pacífico? Repita. Qual a importância de se discutir a diáspora no contexto político, cultural? A importância de se discutir la diaspora dans ce contexte mondial, ces moments politiques que nous vivons dans le monde. Et pourquoi discuter cette problématique par rapport au Brésil, qui est aussi un pays d'immigrants, si bien que cet accueil n'est pas toujours été favorable? Je pense que c'est très important parce qu'en ce moment-ci, le monde bouge. Les gens partent d'un endroit à un autre. Ce n'est plus comme il y a très longtemps où les gens venaient soit à cause de l'esclavage, d'autres choses, mais il y a d'autres problèmes qui font que les gens bougent. Et je pense que c'est important pour le Brésil, parce qu'en ce moment-ci, le Brésil est un pays qui est en train de monter. Le Brésil aura donc nécessairement à s'occuper de ce problème-là. Il y a des gens qui vont venir au Brésil et ça sera mal ou mauvais, mais bien ou mal, mais ça sera important. Donc je pense que c'est un problème auquel le Brésil doit s'occuper et je pense que c'est une bonne approche. Parce que maintenant, au niveau intellectuel, quand on commence à débattre de ce problème, on espère que ça va aller au-delà de l'université pour aller vers les politiques qui vont faire les lois sur l'immigration. Parce que c'est sûr que les gens vont venir au Brésil. Obrigada, professor. Nada. Viu? Aí eu aviso Você ao marca senhor. comigo, avisa. Pronto. Ok? Posso? Oui. É porque eu tenho que fazer a pergunta Bom. e passar para ele, entende? O senhor citou a França como uma terra de acolhida. Essa acolhida ao longo da história foi pacífica para todos os povos? Non, pas tout à fait, parce que c'est en 1790, au moment de la Révolution française, et un peu plus tard, en 1794, au moment de l'élaboration d'une des constitutions de la France, qu'on a inscrit le droit pour tous les étrangers qui voulaient se réfugier en France pour la cause de la liberté, d'être accueillis en France. Auparavant, cette disposition n'existait pas. Quand les gens venaient se réfugier en France, c'était pour des raisons personnelles. C'est seulement à partir de 1790 que c'est devenu un principe politique fondamental en France. Okay. A gente faz a tradução a posteriori, então. Okay. Como se dá o relacionamento da França com os povos, né? Como se dá o relacionamento da França hoje com os povos oriundos das diásporas, né? Dos movimentos migratórios de uma forma geral? Comment vous pensez que la France se relationne avec les peuples issus de la diaspora africaine? Da diáspora de um modo geral. Alors, ce sont des relations qui ont toujours été un peu compliquées. D'abord parce que la France a été une puissance coloniale. Elle a constitué un premier empire colonial au XVIIIe siècle avec les Indes et le Canada qu'elle a perdu. Et à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, elle a constitué un deuxième empire colonial, essentiellement en Afrique du Nord et en Afrique centrale. À partir des années 1950, se sont produits un certain nombre de guerres, notamment
en Algérie entre 1954 et 1962. Et à partir de 1958, le général de Gaulle a accordé l'indépendance aux anciennes colonies françaises d'Afrique. Et à partir de là, la France a essayé de définir de nouvelles relations avec ses anciennes colonies, avec les anciens territoires qu'elle avait dominés pendant un temps. Et puis, ce qui a changé un tout petit peu le cadre général de ces relations, c'est la constitution de l'Union européenne, en plusieurs étapes. La première étape, c'est en 1957, c'est la signature du traité de Rome entre les 6 pays fondateurs de ce qui est devenu aujourd'hui l'Union européenne. Aujourd'hui, l'Union européenne compte 27 pays européens différents. Et en 1985, on a signé entre les pays européens des accords internationaux à Schengen qui ont ouvert les frontières entre les pays européens, mais qui ont contribué à fermer les frontières de l'Europe, et donc aussi celles de la France, aux gens qui habitaient dans d'autres pays, tous les autres pays du monde, y compris les pays africains. Et cette situation nouvelle a compliqué les relations avec les diasporas. Et donc, il faut distinguer peut-être plusieurs catégories de diaspora africaine en France. Celles qui étaient déjà installées, qui sont plus ou moins assimilées. Et aujourd'hui, leurs descendants de la 2e ou la 3e génération sont coupés plus ou moins de leurs racines africaines. Ils sont plus ou moins intégrés à la société française. Et dans un certain nombre de régions de France, cela pose des difficultés. C'est un peu le même cas pour les immigrés d'origine nord-africaine et de religion musulmane. Nous avons en France toute une communauté qu'on appelle la communauté Beur. Ce sont les descendants de la 2e et la 3e génération des harkis, c'est-à-dire les auxiliaires algériens de l'armée française pendant la guerre d'Algérie, entre 1954 et 1962. Ils se sont réfugiés en France, ils ont fait souche en France, mais ils sont très mal intégrés à la société française. C'est pour cela que dans beaucoup de banlieues, aujourd'hui, en France, il y a des difficultés sociales très réelles. Et puis, il y a d'autres diasporas. Ce sont les intellectuels africains qui essaient de se réfugier en France, temporairement ou plus ou moins définitivement, à la suite de difficultés politiques dans leur propre pays. À la suite d'un coup d'État, d'un changement de gouvernement. Ce sont des événements qui sont assez fréquents dans les pays africains. Et donc, on est affronté à une diversité de situations qui peut être vécue de façon très différente selon les individus, selon les communautés et puis selon les pays d'origine. E para finalizar, como esse personagem, né, esses povos imigrantes são representados na literatura francófona e como o que acha da importância de se discutir esse tema num congresso aqui no Brasil? Bon, elle vous demande comment vous... Qu'est-ce que vous pensez, si c'est important ou non, de discuter cette thématique au Brésil. La deuxième question qu'elle fait est comment ces peuples, ces individus de la diaspora africaine, sont-ils représentés dans la littérature francophone? La littérature francophone, c'est par définition la littérature qui est écrite en langue française par des gens qui ne sont pas nés en France, donc des gens qui sont étrangers, d'origine étrangère. Et donc c'est un thème extrêmement important depuis au moins une trentaine d'années, d'abord dans les littératures de l'Afrique du Nord, marocaine, algérienne, tunisienne, mais surtout dans la littérature algérienne et immédiatement contemporaine, parce que de très nombreux Algériens viennent travailler en France. C'est également un thème important dans la littérature africaine subsaharienne, c'est-à-dire les pays africains qui sont au sud du Sahara, pour les mêmes raisons. Parce que de nombreux Africains viennent travailler en France, et donc ce sont des écrivains de leur pays
qui essaient de témoigner des conditions d'accueil et de vie dont ils font l'expérience en France. Et donc dans les littératures africaines, francophones ou maghrébines francophones, ce thème est extrêmement important. Quant à savoir ce que cela pourrait apporter au Brésil, c'est une forme de littérature d'abord de témoignage qui vous décrit comment l'expérience de l'exil ou de l'émigration ou de l'immigration peut être vécue dans un pays européen. Et ça peut permettre peut-être de réfléchir à une différence importante entre le Brésil, qui est un État fédéral, avec 26 États, je crois, et quelques territoires, et l'Union européenne, qui devient aussi, à sa façon, un État fédéral, avec 27 pays et bientôt 28. Ce sont des pays qui sont en train de se transformer en des creusets. Le Brésil depuis toujours, parce que la plupart des Brésiliens sont venus d'ailleurs, depuis le XVIe siècle. En France et en Europe, c'est un peu plus compliqué. Il y a eu des invasions depuis l'Antiquité la plus reculée. Il y a une différence fondamentale. Au Brésil, il y a un élément d'unification. C'est la langue portugaise. Parce que c'est la même langue qui est parlée dans tous les États du Brésil, avec peut-être des différences, des nuances. En Europe, pour 27 et bientôt 28 pays, on dénombre 50 langues officielles reconnues, plus les langues de minorité. Et donc, les données, si vous voulez, sociales, sont complètement différentes. Et l'un des défis auxquels l'Europe est peut-être affrontée, et à travers l'Europe la France, qui maintenant est un des États de l'Europe. Il ne faut plus imaginer la France comme complètement indépendante. Elle est un des États de l'Europe parmi les autres. C'est de trouver peut-être des structures d'intégration, d'assimilation, de fusion, qui pour le moment n'existent pas ou existent de façon embryonnaire et qui ne semblent pas toujours fonctionner de façon très satisfaisante.